La salle à manger plongea dans le silence, seul le tintement des couverts contre la porcelaine résonnait encore alors que les paroles de ma sœur, Élodie, flottaient dans l'air comme un gaz toxique. Mon fils de 10 ans, Hugo, s'arrêta de manger en plein milieu d'une bouchée, sa fourchette suspendue dans le vide, tandis que je demandais d'une voix que je m'efforçais de garder stable ce qu'elle venait de dire. Élodie se adossa à sa chaise, faisant tournoyer son verre de Bordeaux avec ce petit sourire narquois que je ne connaissais que trop bien, affirmant que la monoparentalité avait ses limites et qu'Hugo semblait un peu en retrait, suggérant qu'un modèle masculin lui faisait sûrement défaut. Je l'ai coupé net en lui rappelant qu'il avait une mère qu'il aimait, tout en serrant l'épaule de mon fils qui fixait désormais son assiette, les oreilles rougies par la honte. Le mari d'Élodie, Nicolas, est alors intervenu sans lever les yeux de son entrecôte, citant des statistiques sur la réussite académique et sociale des enfants issus de familles nucléaires, avant que ma mère ne renchérisse en tamponnant ses lèvres avec sa serviette, prétendant qu'il s'inquiétait simplement pour le développement d'Hugo qu'il trouvait trop effacé par rapport aux enfants d'Élodie. J'observais mon neveu et ma nièce, plus jeunes qu'Hugo, les yeux rivés sur leur tablette en plein repas, une chose que je n'aurais jamais autorisée, mais apparemment, ils étaient le modèle absolu de l'éducation réussie. J'ai affirmé avec fermeté qu'Hugo allait très bien, qu'il avait les félicitations du conseil de classe, qu'il jouait du piano et faisait du bénévolat à la SPA tous les week-ends, mais mon père a balayé mes arguments de ce ton condescendant qu'il avait utilisé toute ma vie, expliquant qu'Élodie marquait un point et que le petit avait besoin de stabilité et d'une structure que j'aurais dû envisager plus tôt. Un froid glacial a envahi ma poitrine quand je lui ai demandé de préciser sa pensée, juste avant de rappeler le silence de 3 secondes qui suivit l'évocation de la mort de mon mari dans cet accident de voiture il y a 4 ans. Élodie a repris la parole avec une sympathie théâtrale qui me donnait la chair de poule, disant qu'il fallait parler du présent, de ce petit appartement où nous vivions et de mes longues heures à la banque à essayer de joindre les deux bouts. Quand elle a haussé un sourcil en mentionnant que maman lui avait dit que je n'avais pas pu payer de vacances à Hugo alors qu'il rentrait de 3 semaines aux Maldives, Hugo a repoussé son assiette dans un bruit sec, déclarant qu'il n'avait plus faim. Élodie l'a désigné du doigt comme une preuve à charge, critiquant sa sensibilité et son attitude, affirmant que les enfants avaient besoin d'exemples de réussite et de sécurité financière. C'est là que j'ai ouvert mon sac pour en sortir la pochette cartonnée que je transportais depuis 3 jours, depuis que la banque m'avait informé de la procédure de saisie imminente, et je l'ai posée sur la table. Alors qu'Élodie pérorait sur la nécessité d'un foyer stable comme leur belle maison de maître en banlieue chic, j'ai calmement ouvert le dossier en annonçant que leur prêt immobilier avait 3 mois d'arriéré. Le mouvement du verre de vin d'Élodie s'est figé net alors que je faisais glisser le document de la Banque de France sur la table, révélant une dette de 15 462 € sur cette demeure dont elle aimait en vanter le luxe sur Instagram. Nicolas est devenu livide, me demandant comment je savais ça, et je lui ai rappelé que je n'étais pas une simple guichetière, mais la responsable régionale des engagements de leur banque depuis 2 ans. Ignorant les protestations de mon père, j'ai continué d'une voix posée, presque conversationnelle, en demandant à Élodie si elle voulait expliquer à tout le monde pourquoi ils ne payaient plus leur traite ou si je devais le faire. Ses mains tremblaient quand j'ai révélé que Nicolas avait perdu son poste de cadre il y a 6 mois et qu'il vivait à crédit depuis août, ayant épuisé toutes leurs économies. Ma mère a eu un hoquet de surprise, et Élodie a tenté de bafouiller que c'était temporaire, mais j'ai étalé le calendrier de la saisie immobilière sous leurs yeux, il leur restait 45 jours avant que la banque ne reprenne possession des lieux. Mon père a explosé, me traitant de cruel pour avoir exposé ainsi les affaires privées de ma sœur, mais je lui ai demandé si c'était plus cruel que de se moquer de mon mari défunt ou de traiter mon fils de cas social devant toute la famille. J'ai rappelé toutes les piques subies pendant 4 ans sur ma vie de mère célibataire pendant que je regardais Hugo intérioriser chaque insulte, puis j'ai sorti un autre document en demandant à Élodie si elle savait qui payait une partie de leur crédit depuis 3 mois. Leurs yeux se sont agrandis quand j'ai révélé que je versais 1 200 € par mois directement sur leur compte de prêt, une aide qu'ils n'avaient même pas remarquée tant ils étaient déconnectés, et que je l'avais fait parce qu'ils étaient ma famille et que je ne voulais pas que mes neveux perdent leur toit. Hugo me regardait avec un mélange de confusion et de fierté, mais j'ai ajouté que les virements bancaires pouvaient être annulés et que j'avais fait opposition le vendredi précédent, ce qui rendait la dette immédiatement exigible sous peine de poursuite. Mon père a frappé la table du poing, hurlant à la vengeance, mais je me suis levée, entraînant Hugo avec moi, en déclarant que c'était simplement ma façon de défendre mon fils et de refuser leur pitié.
Quand ma mère a tenté de dire qu'il voulait juste aider, je l'ai corrigé en disant qu'il voulait juste se sentir supérieur, et j'ai ri sans joie quand Élodie m'a reproché de leur faire perdre leur maison pour quelques commentaires. Je lui ai rappelé qu'Hugo m'avait demandé le mois dernier si c'était sa faute si son père était mort parce qu'Élodie avait dit qu'il n'était qu'une moitié de famille lors du repas de Pâques. J'ai repris mon sac en précisant que mon petit appartement était entièrement payé, sans aucune dette, et que mon salaire à 6 chiffres m'aurait permis d'acheter une maison 2 fois plus grande que la leur, mais que je voulais qu'Hugo apprenne la valeur du travail et de l'humilité. J'ai regardé mon père et je lui ai annoncé qu'Hugo venait d'être accepté dans une section internationale d'excellence avec une bourse complète grâce à son essai sur la résilience après un deuil, un texte qui avait ému tout le jury. J'ai conclu en disant que ce dont Hugo avait vraiment besoin, c'était de gens capables de voir sa valeur plutôt que de souligner ses manques, et qu'être élevé par un seul parent présent valait mieux que 2 parents obsédés par les apparences. En voyant Élodie s'effondrer en larmes, j'ai ressenti une brève pointe de sympathie, mais le souvenir d'Hugo refusant de manger m'a redonné de la force et je leur ai suggéré de demander de l'aide à leurs amis parfaits puisqu'ils ne pourraient plus compter sur moi. Mon père me regardait avec une expression nouvelle, presque du respect, mais je lui ai dit que j'en avais fini avec leur besoin d'approbation et la culpabilité que je portais. J'ai montré mon compte épargne à Élodie sur mon téléphone, affichant plus de 200 000 €, en lui précisant que je pourrais sauver leur maison demain sans même le sentir, mais que je ne le ferais pas car je voulais montrer à mon fils qu'on ne récompense pas la cruauté par la gentillesse. Je les ai laissés là, pétrifiés dans leur décor de théâtre, et nous sommes partis sous les protestations de ma mère qui criait que je faisais une erreur. En marchant vers la voiture, Hugo m'a dit que j'avais été vraiment cool et m'a demandé si je payais vraiment pour eux. Quand je lui ai expliqué pourquoi j'arrêtais, il a simplement répondu qu'il n'avait jamais cru ce que ma sœur disait de lui, mais que ça le rendait triste. J'ai réalisé à quel point mon fils était sage, apprenant de ma propre résilience, et nous sommes rentrés dans notre petit appartement pour commander une pizza et regarder un film, loin de l'illusion de la famille parfaite. En montant l'escalier, j'ai compris que je n'avais plus rien à prouver à personne, nous étions suffisants à nous deux, et ceux qui ne pouvaient pas le voir n'avaient tout simplement pas leur place à notre table. Le lendemain matin, le silence de notre appartement avait une saveur nouvelle, une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis des années, alors que le soleil filtrait à travers les rideaux de notre salon. Mon téléphone, posé sur le comptoir de la cuisine, ne cessait de vibrer, affichant des dizaines d'appels manqués de ma mère et des messages de plus en plus désespérés d'Élodie, passant de la colère noire à une supplication pathétique, me demandant de ne pas détruire sa vie pour une simple dispute de famille. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux, préférant préparer un chocolat chaud pour Hugo qui dessinait tranquillement sur la table, l'air plus serein qu'il ne l'avait jamais été lors de nos lendemains de dîner dominicaux. Le lundi, à la banque, l'atmosphère était étrangement calme pour moi, même si je savais que dans le bureau des contentieux, la machine administrative s'était remise en marche suite à l'annulation de mon virement personnel, scellant définitivement le sort de la maison d'Élodie et Nicolas. C'est en milieu d'après-midi que mon père s'est présenté à l'accueil, sans rendez-vous, son éternel costume sombre et son air sévère semblant soudainement dater dans cet environnement moderne et dynamique où j'étais respecté par mes pairs. Il s'est assis dans mon bureau, regardant les plaques de verre et les dossiers qui témoignaient de ma réussite, et pour la première fois, il n'a pas ouvert la bouche pour critiquer ou donner un conseil non sollicité, mais pour me demander, d'une voix presque inaudible, pourquoi j'avais choisi d'être aussi radical. Je lui ai expliqué calmement, sans aucune haine, que ce n'était pas moi qui avais été radical, mais leur indifférence systématique face à la souffrance d'un enfant de 10 ans, et que le fait de payer les dettes d'Élodie n'était qu'une tentative désespérée de ma part pour acheter une affection qu'il ne m'aurait jamais donnée gratuitement. Il a tenté de dire que la famille devait se serrer les coudes et que je devais aider ma sœur à garder sa maison car l'image de la famille en dépendait, mais j'ai souri en lui rappelant que l'image ne m'intéressait plus et que si la dignité de son petit-fils ne valait pas le prix d'une maison de maître, alors nous n'avions plus rien à nous dire. Il est reparti les épaules voûtées, réalisant sans doute que l'autorité qu'il avait exercée sur moi par la culpabilité s'était évaporée au moment où j'avais décidé de privilégier la vérité aux apparences. Les semaines qui ont suivi ont été marquées par la mise en vente précipitée des biens de luxe d'Élodie, ses sacs de créateurs et sa voiture de sport, tandis que la rumeur de leur faillite commençait à circuler dans leur cercle d'amis parfaits, ces mêmes amis qu'elle craignait tant de décevoir. Ma mère a essayé une dernière fois de jouer la médiatrice en m'invitant à un thé pour discuter des modalités de l'aide que je pourrais leur apporter, mais j'ai poliment décliné en lui envoyant les coordonnées d'un bon service d'aide sociale,
précisant que mon argent servirait désormais exclusivement à l'avenir d'Hugo et à des causes qui me tenaient à cœur. En janvier, le jour de la rentrée d'Hugo à l'Institut Saint-Louis, j'ai regardé mon fils enfiler son nouvel uniforme, le dos droit et le regard brillant d'une confiance que personne ne pourrait plus lui arracher. Alors que nous marchions vers l'entrée de cette école prestigieuse qu'il avait gagnée par son seul talent et sa persévérance, il m'a serré la main en me disant qu'il était fier d'avoir une maman aussi forte, une phrase qui valait tous les comptes en banque et toutes les approbations parentales du monde. Élodie et Nicolas ont fini par emménager dans un logement plus modeste en périphérie, et bien que mon père ait effectivement épongé une partie de leurs dettes pour éviter le scandale total, leur dynamique familiale a été brisée à jamais par la fin du mensonge de leur supériorité. Nous ne sommes plus jamais retournés au dîner du dimanche, remplaçant ces rituels toxiques par des randonnées en forêt, des sorties au cinéma ou simplement des soirées de lecture où chaque mot échangé était empreint de respect et de bienveillance. J'ai réalisé que la véritable liberté n'était pas d'avoir assez d'argent pour écraser les autres, mais d'avoir assez de courage pour ne plus se laisser écraser par ceux qui prétendent nous aimer tout en nous diminuant. Un soir, alors que nous dînions tous les deux dans notre cuisine, Hugo m'a demandé si je regrettais d'avoir été méchante avec Tata Élodie, et je lui ai répondu que je n'avais pas été méchante, mais juste, et que parfois, la justice demande de laisser les gens faire face aux conséquences de leurs propres choix. Il a acquiescé, comprenant parfaitement que la loyauté ne signifie pas accepter l'inacceptable, et nous avons fini notre repas dans un silence qui, cette fois, n'était pas chargé de poison, mais de la paix profonde de ceux qui n'ont plus rien à cacher et plus rien à prouver. La pochette cartonnée a fini par être classée dans mes archives, non plus comme une arme de vengeance, mais comme le certificat de ma propre émancipation, le moment précis où j'ai cessé d'être la fille que l'on tolère pour devenir la femme que l'on respecte. Et alors que je fermais la porte de la chambre d'Hugo après lui avoir souhaité bonne nuit, j'ai su que notre petite famille, incomplète aux yeux de certains, était en réalité la plus entière et la plus solide des constructions, car elle était bâtie sur le roc de la vérité et l'amour inconditionnel. Plusieurs mois passèrent et le printemps ramena une douceur nouvelle sur les quais de la Garonne alors que la vie d'Hugo prenait un tournant radieux dans son nouvel établissement où ses professeurs ne tarissaient pas d'éloges sur sa maturité et sa soif d'apprendre. Élodie m'envoya une dernière lettre, non plus remplie d'insultes mais d'une sorte de résignation amère, m'annonçant qu'ils avaient finalement vendu la maison de maître pour s'installer dans un petit pavillon en location en grande banlieue, loin des regards de ceux qu'ils essayaient d'impressionner autrefois. Ma mère, quant à elle, continuait de m'appeler chaque premier dimanche du mois, tentant maladroitement de recréer un lien sans jamais vraiment s'excuser pour les années de mépris, mais je restais courtoise tout en gardant une distance protectrice, refusant systématiquement les invitations aux réunions de famille qui me semblaient désormais appartenir à une autre vie. Un jour de juin, alors que je déjeunais en terrasse avec Hugo pour fêter ses excellents résultats trimestriels, nous avons croisé mon père par hasard et le regard qu'il a posé sur mon fils n'était plus teinté de cette pitié agaçante mais d'une véritable admiration teintée de regret, comme s'il réalisait enfin tout ce qu'il avait manqué en s'arrêtant aux apparences. Il a proposé de nous offrir le dessert, mais Hugo a poliment décliné en disant que nous avions déjà prévu d'aller manger une glace chez son artisan préféré, montrant ainsi qu'il n'avait plus besoin de l'approbation ou de la générosité de ce grand-père qu'il avait si longtemps ignoré. En rentrant chez nous, j'ai trié les derniers papiers du dossier de saisie immobilière d'Élodie, qui était désormais clos, et je les ai passés à la déchiqueteuse, écoutant le bruit du papier se transformant en confetti comme si chaque lambeau représentait un morceau de mon ancienne soumission qui disparaissait à jamais. Je n'éprouvais aucune joie maléfique face à la chute de ma sœur, seulement un soulagement immense de ne plus être celle qui portait le poids de ses échecs dissimulés sous des couches de luxe inutiles. J'ai réalisé que la plus belle des revanches n'était pas de voir les autres échouer, mais de réussir soi-même à construire un bonheur qui ne dépend du regard de personne, une forteresse d'intégrité où Hugo pouvait grandir sans craindre d'être jugé pour ce qu'il n'avait pas. Ce soir-là, nous avons regardé le soleil se coucher sur la ville depuis notre balcon et j'ai su que les 4 années de silence et de doute n'avaient été que la préparation nécessaire pour cette liberté totale, cette certitude d'être exactement là où nous devions être. Ma directrice m'a proposé une promotion au siège à Paris, mais j'ai décidé de refuser pour l'instant car la qualité de notre vie actuelle, simple et authentique, valait bien plus que n'importe quel titre prestigieux supplémentaire. En éteignant la lumière du salon, j'ai jeté un dernier regard sur une photo d'Hugo et moi prise lors de son admission à l'académie et j'ai souri en pensant que la moitié de famille, dont parlait Élodie était en réalité la plus complète des unités, soudée par une épreuve que les cœurs superficiels ne pourraient jamais comprendre.
La page était définitivement tournée, non pas avec de l'encre rouge de colère, mais avec la clarté d'une vie enfin vécue selon nos propres termes, prouvant que le courage de dire non au sien est parfois le plus grand acte d'amour que l'on puisse s'offrir à soi-même et à son enfant. Une année s'était écoulée depuis ce fameux dîner qui avait tout fait basculer, et tandis que je préparais le petit déjeuner dans notre cuisine baignée par la lumière douce d'un matin de printemps, je réalisais que le silence n'était plus jamais synonyme de tension, mais de plénitude. Élodie et Nicolas avaient fini par quitter définitivement leur quartier huppé pour s'installer dans un appartement beaucoup plus modeste à la périphérie de Lyon, et bien que nous n'ayons plus aucun contact direct, les échos qui me parvenaient par ma mère décrivaient une sœur méconnaissable, forcée de travailler comme simple secrétaire pour subvenir aux besoins de sa famille après que mon père ait refusé d'éponger la totalité de leurs dettes, ayant enfin compris que son indulgence ne faisait qu'alimenter leur arrogance. Hugo, quant à lui, s'était totalement épanoui à l'Institut Saint-Louis, devenant l'un des piliers de son club de débat où sa capacité à exprimer ses émotions avec justesse et sa force de caractère héritée de nos épreuves faisaient l'admiration de ses professeurs. J'ai reçu un message de mon père la semaine dernière, une invitation concise mais sincère pour un café en ville, sans ma mère et sans Élodie, et pour la première fois de ma vie d'adulte, je m'y suis rendu sans cette boule au ventre qui m'accompagnait autrefois, car je n'attendais plus rien de lui, ni excuse, ni validation, ce qui me donnait une puissance que je n'aurais jamais soupçonnée. Durant cette rencontre, il m'a regardé avec une sorte de tristesse lucide, avouant à demi-mot qu'il avait toujours admiré ma force mais qu'il avait eu peur de la reconnaître car elle mettait en lumière ses propres faiblesses et ses compromis avec les apparences, et bien que je l'ai écouté avec bienveillance, j'ai su en sortant du café que ma véritable famille n'était plus celle du sang, mais celle que j'avais construite avec Hugo, brique par brique, sur les ruines de leur mépris. Ma carrière à la banque avait continué de progresser, mais l'argent n'était plus un bouclier ou une monnaie d'échange, c'était simplement un outil qui nous permettait de voyager, de découvrir le monde et de soutenir des causes qui nous tenaient à cœur, loin des faux-semblants et de la compétition sociale qui rongeait mon ancienne vie. Ce soir-là, alors que nous dînions tous les deux sur notre petit balcon avec vue sur les toits de la ville, Hugo m'a raconté sa journée avec cet enthousiasme débordant qui prouvait que les blessures du passé s'étaient refermées pour laisser place à une résilience magnifique, et j'ai compris que le plus beau cadeau que je lui avais fait n'était pas la sécurité matérielle, mais l'exemple d'une mère capable de dire assez pour protéger la dignité de son enfant. En regardant mon fils rire, j'ai pensé à cette fameuse moitié de famille dont Élodie se moquait, et j'ai souri en réalisant que nous étions plus complets, plus entiers et plus vivants que n'importe laquelle de ces familles parfaites qui ne tiennent que par le mensonge et le crédit bancaire. La pochette cartonnée qui contenait les preuves de leur faillite était restée au fond d'un tiroir, symbole inutile d'une époque révolue, car la vérité n'avait plus besoin d'être brandie comme une arme dès lors qu'elle était vécue chaque jour avec honnêteté. J'ai fini par comprendre que pardonner ne signifiait pas oublier ou laisser les gens revenir dans ma vie, mais simplement cesser de leur accorder le pouvoir de me blesser, et en posant ma main sur celle de mon fils, j'ai ressenti une paix immense, la paix de celle qui a enfin trouvé son propre chemin et qui sait que, quoi qu'il arrive, nous serons toujours assez. Le passé s'était enfin évaporé, laissant la place à un futur où chaque dimanche ne serait plus un procès mais une célébration de notre liberté retrouvée, car au bout du compte, la seule approbation qui comptait vraiment était celle que je lisais dans les yeux fiers de mon fils et dans le reflet de mon propre miroir.